notre groupe, à travers ces deux entreprises, a ouvert le volet hôtellerie et a signé un accord de partenariat avec le groupe américain Carlson Residor pour la réalisation de 7 hôtels d'ici l'horizon 2020. Le groupe Balid aura comme mission d'acheter les terrains, de construire les hôtels et une fois les travaux terminés, on les donne à Carlson Residor à travers l'une des deux chaînes, soit Radisson Blu, qui est une chaîne 4 étoiles plus, ou Park Inn by Radisson, qui est une chaîne 3 étoiles plus. Ce partenariat a donné naissance au premier hôtel qui va ouvrir d'ici fin mars prochain, ça veut dire dans 5 mois, de 140 chambres, qui est à Hydra, à l'entrée de Val d'Hydra, à côté de Toyota, en face du ministère des Finances. Le deuxième hôtel va avoir ses travaux démarrés au mois d'avril prochain et qui aura une capacité de 236 chambres à la wilaya de Tipaza, à l'entrée ouest de l'autoroute. Et le troisième hôtel qui est programmé, dont le terrain est déjà acquis, c'est un hôtel de 200 chambres à l'entrée de Blida, à côté du petit hôtel de Qadri. Le secteur agricole, qui pour moi, c'est le secteur de l'avenir de notre pays, le secteur de l'avenir pour nos enfants. Il y a un journaliste qui a posé tout à l'heure la question, vous étiez dans la promotion immobilière, pourquoi vous êtes parti sur l'agriculture? Et quel est le retour d'investissement sur les projets que vous avez prévus? J'ai répondu tout simplement, si on voulait réellement un retour d'investissement très rapide, j'aurais créé une société d'importation parce qu'on aura beaucoup plus facilement en 1 année ou 2 ans le retour d'investissement. L'investissement agricole est un investissement avec un retour à moyen terme ou à long terme. Mais pour tous les groupes algériens, c'est une mission de service national, c'est un service pour le pays, de participer à ce secteur parce que personne n'a le choix. Si nous, on ne va pas investir dans ce secteur, ce n'est pas les étrangers qui vont venir pour aller prendre des risques pour investir dans ce secteur-là. Il faut qu'on donne l'exemple à ces gens-là et ces gens-là vont venir une fois qu'ils vont voir 4, 5, 6, une dizaine de groupes mettre leur argent dans ce secteur-là. Donc ce complexe est la première partie, 455 000 qui va être terminé, achevé pour accepter donc le peuplement à la fin de l'année. La deuxième partie va démarrer, le deuxième complexe, il va démarrer fin juin 2017, donc le juin prochain, pour porter la production à 1 million d'œufs dans 18 mois. Et la troisième partie, donc la troisième phase, c'est à la fin du deuxième complexe, on va démarrer la troisième phase et comme ça, dans un délai de 3 ans, on va atteindre 1,5 million d'œufs par jour. Il y a eu une discussion il y a 6 mois avec un représentant des services agricoles, pas de la wilaya de Bouira, qui disait qu'on a atteint, déjà c'est bien de faire un investissement qui est aux normes européennes, etc. Mais on est déjà en surproduction en Algérie. J'ai monsieur le chef d'Ara qui était témoin, monsieur Louali aussi, et monsieur le maire. Donc, j'ai dit tout simplement que, on n'a pas les mêmes chiffres. Parce que si on dit que l'Algérie produit 5,5 milliards d'œufs par an, on est loin de la production marocaine à population égale, et on est loin de la production tunisienne proportionnellement à sa population. Donc déjà, il faut qu'on arrive à atteindre le niveau de production. La preuve aujourd'hui, c'est qu'avec une petite maladie au niveau de certains cheptels, on arrive déjà à un coût de plateau d'œufs à 450 dinars. Donc, ce qui prouve qu'on est loin d'atteindre l'autonomie au niveau de cette production. Donc, pour essayer de maîtriser ce prix et avoir un prix constant qui va
qui va à la fois satisfaire le consommateur et satisfaire le producteur, il faut qu'on ait de grands producteurs qui vont pouvoir lutter contre les circuits de spéculation. On achète tous des œufs, mais on a des plateaux dans lesquels on a des œufs. Personne ne peut savoir sur 80% ou 90% des plateaux quand est-ce que l'œuf a été pondu. Donc on est en train de manger des œufs, on ne sait même pas quelle est la date de ponte de cet œuf. Donc, et quand on a une date, elle est posée sur l'emballage. Ça veut dire, moi, je peux aller faire la collecte des œufs. Les œufs, ils peuvent rester chez moi 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, je fais le conditionnement, je mets l'emballage et je mets la date. Donc, est-ce qu'on va manger l'œuf ou l'emballage? Donc, il faut assainir ça. Donc, pour assainir ça, nous, dans ce complexe et les futurs complexes, chaque œuf qui va sortir va avoir déjà un flocage sur l'œuf avec le nom de la société, le numéro du lot, qui n'est autre que le numéro du hangar d'où il est sorti et le numéro de la ligne de production au niveau du hangar. Et le troisième point, c'est la date de production de l'œuf. Et le consommateur, donc, en achetant son œuf, quel que soit le plateau, quel que soit le mode de conditionnement, il a la date, le numéro du lot et la société qui a produit cet œuf directement sur l'œuf. Personne ne peut l'usurper. Le gouvernement a dit on va réduire la facture d'importation. Parmi les secteurs où on va réduire cette facture d'importation, il y a eu des accords pour la réalisation d'une usine de mayonnaise avec les cieux. Il y a d'autres accords pour la mayonnaise. Il y a des accords avec des sociétés turques et autres espagnols pour la réalisation d'usines de gâteaux et de madeleines, etc. Et ces usines-là, ils auront besoin de quoi? Pour produire la mayonnaise, on a besoin d'œufs. Pour produire des gâteaux, on a besoin d'œufs. Pour produire des pâtes, on a besoin d'œufs. Et est-ce que vous pensez qu'une usine de mayonnaise va s'amuser à casser des œufs? Elle va employer des personnes pour casser des œufs, faire la séparation du jaune et du blanc pour pouvoir l'utiliser au niveau de la production. Donc, ils ont deux choix. Soit il y a quelqu'un sur le marché qui va leur offrir des œufs cassés, soit il va importer. Ça veut dire qu'on va revenir à l'importation. Donc, c'est pour ça que nous, on a anticipé. Et au niveau du hangar où vous êtes actuellement, c'est l'unité de transformation de l'œuf entier en œuf cassé. Ça veut dire ici, on va avoir une unité qui va faire, elle va casser les œufs, ils vont arriver du hangar d'emballage qui va se faire automatiquement. On va casser l'œuf, on va le séparer en deux, donc le jaune il va être récupéré seul, le blanc seul. Et on a la possibilité aussi de laisser les deux liquides, ils vont être mélangés. Le client, s'il fait de la pâtisserie, qu'il veut avoir du blanc d'œuf, on va lui fournir du blanc d'œuf seul, pasteurisé. Celui qui veut du jaune d'œuf pour la mayonnaise, on va lui offrir son jaune séparé. Et celui qui veut faire un mélange, donc on va lui offrir un mélange. Et ça va nous permettre de faire quoi? D'avoir un liquide homogène, pasteurisé, donc en absence de toute bactérie, salmonelle ou autre, et qui va donner la possibilité au transformateur, à l'usine, de pouvoir faire sa recette sans prendre aucun risque, ni de salmonelle, ni d'œuf avarié. Donc, pour arriver à la fin, donc on va non seulement sortir l'œuf liquide en pack, ça veut dire on va avoir des bagging box, c'est des petits sachets qui peuvent varier d'1 litre à 20 litres. Ces sachets ressemblent aux sachets de sérum avec un bec verseur. Donc la ménagère peut l'acheter au niveau du supermarché pour avoir 100 litres et le transformateur qui a besoin de 10 litres, il va acheter son sac de 10 litres et celui qui a besoin de 20 litres, on peut lui fournir 20 litres. Pour les grands transformateurs, donc on peut fournir en cuve inox de 200 litres, donc le blanc ou le jaune ou le mélange. Donc comme ça, on peut satisfaire d'ici fin juin toutes les demandes dans ce secteur-là. Ça va nous permettre aussi pour nous de réguler le marché. Quand les spéculateurs vont essayer de rehausser le prix ou de le faire baisser, nous, on a la possibilité avec cette unité
de traiter 480 000 œufs par jour ici, si on fait travailler 3 équipes. Parce que la capacité de l'unité, c'est 20 000 œufs par heure. Si je fais travailler une équipe de 8 heures, je fais 160 000. Et si je fais 3 équipes 24 sur 24, je peux faire 480 000. Ça veut dire que je peux traiter toute ma production, les 455 000 au niveau de l'unité, et faire un stockage au froid, avec un œuf pasteurisé. Donc c'est ça qui est important. Donc non seulement la production de l'œuf, mais sa transformation, et avec l'objectif de donner la possibilité aux transformateurs futurs dans les différents secteurs de pouvoir trouver une matière première achetée en dinars et non en devises. Donc on va récupérer un compost, et ce compost-là, on va le transformer au bout de 3 jours de séchage dans les différents fours. On va le passer à 18% d'humidité. Pourquoi 18%? Parce qu'avec cet taux d'humidité, on peut le faire passer dans une presse, et cette presse-là, elle peut nous sortir, en fonction de la destination de cet engrais biologique, on peut l'utiliser soit pour la culture maraîchère, soit pour la culture céréalière, soit pour l'arboriculture. Donc tout ça dépend de la forme et de la dimension de ces granules qui vont sortir. Qui est perdant dans cette histoire? Personne. On va voir le circuit. On va revoir le circuit par rapport à l'historique que j'ai cité tout à l'heure. L'aviculture, celui qui a 2000, 4000, 6000, peu importe le nombre de poules qu'il a, puisque nous, on récupère dans cette première unité la fiente de 3 millions de poules. Ça veut dire déjà, nous, on va traiter à terme tous les 3 complexes avec cette unité, et on va récupérer toutes les poules, donc la fiente de toutes les poules de Bouira, celle de Borges et une partie de Sétif, avec juste la première unité. Donc, l'aviculteur est gagnant puisqu'il va être payé le jour même où on va récupérer la fiente, il ne sera pas obligé de la faire sécher dehors. Sur le plan environnemental, tous les riverains n'auront plus cette gêne d'odeur ou la gêne au niveau des insectes. Et troisièmement, donc, la société, bien sûr, sera gagnante puisqu'on aura un bénéfice sur ce produit-là. Et le quatrième, c'est que le paysan qui va récupérer après, il va, au lieu de récupérer un engrais qui est avec un taux de nitrate très important, qui au bout de 3 ans d'utilisation peut brûler la terre, on va récupérer un engrais biologique, non chimique, un engrais biologique qui va avoir un taux de nitrate maîtrisé qui correspond exactement à la culture pour laquelle il est destiné. Et enfin, on va participer d'une manière ou d'une autre à réduire la facture d'importation, puisque cette quantité-là, elle sera déduite de la facture d'importation au niveau des engrais. La première unité, elle va permettre la production, donc elle va permettre le traitement de 200 tonnes par jour. Le poulet de chair, actuellement, on est dans la même problématique que l'œuf. On va acheter notre poulet, on n'a aucune indication. On achète un poulet, on ne sait pas qui l'a produit, qui s'est occupé de l'abattage et qui s'est occupé de la commercialisation. L'idée est de réguler tout ça. Comment? Donc l'idée est de faire un complexe qui est scindé en 2 parties. La première partie, puisqu'il faut qu'elle soit séparée sanitairement. La première partie est la partie élevage. Ça veut dire qu'on aura le complexe élevage, on détaillera après. Et la deuxième partie, c'est le complexe abattage et transformation. J'espère qu'on aura ce terrain à Al-Hachimiyya. De toute façon, ça sera à Bouira, mais j'espère que ça sera à Al-Hachimiyya. À bon entendeur, salut. Donc, l'idée, c'est quoi? Le complexe sera la partie poulet de chair, élevage. Elle aura une capacité de 500 000 poules. 500 000 poules. Et l'abattoir, la partie abattage et transformation, c'est un abattoir de 3 000 poules heure. Ça veut dire qu'on peut faire 60 000 poules par jour, avec toute la partie transformation. Qu'est-ce que je veux dire par la partie transformation? La partie cachée et tout ça, ça ne m'intéresse pas parce que pour moi, c'est un produit subsidiaire. Ce qui est important, c'est que le consommateur, quand il arrive,
pour acheter son poulet. Dans quelles conditions il va l'acheter? Nous, l'idée, c'est quoi? La poule qui sort de chez nous, elle va partir à l'abattoir. Vous avez un petit film ici qui va vous donner des bribes sur la manière avec laquelle ces opérations vont se faire. Elle va arriver, donc il y aura un décaissement avec un nettoyage des caisses pour toujours la barrière sanitaire. Et après, il y a 3 personnes. On est en Algérie, dans un pays musulman. Si vous regardez toutes les vidéos d'abattoirs en France, abattoirs qualifiés de halal, qui sont gérés par une des associations là-bas, AVS ou autres, donc ils mettent en place 2 personnes pour égorger les poules. Pour être sûr que le premier, il égorge la première poule, il laisse la deuxième pour le deuxième, et il fait la troisième, etc. Nous, dans le calcul du personnel qui sera embauché, on va utiliser 3 personnes qui vont faire pour égorger, pour être sûr que tout soit réalisé suivant nos rites. Il faut qu'on soit sûr, parce que c'est la première des choses. Ce n'est pas le contrôle sanitaire qui m'intéresse, il y a d'abord le contrôle tarbi le premier. Donc il faut qu'on soit sûr que égorger la poule se fait dans les conditions que notre religion l'impose. Après, donc, il y aura la partie déplumage. Je vous pose une question. Pourquoi, chez certains bouchers, vous allez trouver des poules avec une peau blanche, et chez d'autres bouchers, sur 90% des bouchers, vous allez trouver des poules avec une peau qui est jaune ou jaunâtre? C'est au niveau des moyens de déplumage. Comment? Les nouvelles technologies imposent en Europe et ailleurs d'utiliser un déplumage à basse température. Ça veut dire que quand on va après égorger la poule, on va plonger la poule dans un bain d'eau chaude. Il ne faut pas que cette température dépasse les 50 degrés pour éviter que la peau soit cuite ou commence à cuire. Et c'est pour ça qu'elle ne jaunit pas si on la fait à basse température. On plonge la première fois et on utilise un système de déplumage qui est cher, c'est vrai, mais qui permet d'avoir une qualité de déplumage impeccable. On le plonge une première fois, on déplume le gros, et après on replonge la deuxième fois et on déplume avec les fins. Et comme ça, on a un poulet qui est déplumé, mais avec une peau saine. Donc ça, c'est déjà la première maîtrise. La deuxième maîtrise est au niveau de la viscération, comment elle se fait, comment on enlève les abats, comment on enlève la tête, comment on récupère les pattes, parce que tout ça, il est récupéré, tout ça à ses clients, chinois ou autres, donc juste des indications. Et après, on récupère une poule vidée, sans les pattes, sans la tête. 2 circuits se présentent à elle, 2 circuits de consommation. On peut vendre la poule entière et on peut vendre, comme en Europe, des barquettes. Donc cette poule-là, elle sera acheminée vers un circuit de conditionnement sur lequel, donc elle va être sur une barquette cellophanée avec le nom de la société, la date d'abattage et le poids de la poule. Comme ça, ça va faciliter la consommation. Il suffit de mettre sur le code barre le prix au kilo et le commerçant, il peut vendre sa poule tranquillement. La deuxième partie, c'est la transformation. Pour aller vers la transformation, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer la poule dans un circuit de froid, on appelle un tunnel de froid, qui va réduire la température de la poule à 4 degrés. Pourquoi? Parce que pour avoir des coupes nettes au niveau de la viande, pour ne pas avoir des coupes effilochées et donner un aspect esthétique et un aspect esthétique pas très beau. Donc, on passe par le tunnel de refroidissement et après, on passe par la chaîne de découpe qui va permettre d'enlever, de découper les cuisses, de découper les ailes, de sortir le filet, etc. Et de sortir tout ça dans des plaquettes, d'accord, cellophanées, toujours avec la date d'abattage, le poids et le nom de la société. Tout ça va être palettisé à la fin, d'une manière automatique avec le contrôle du personnel et envoyé dans des camions à nous qui vont respecter, pour être sûr de respecter la chaîne de froid au niveau du transport.
Ça, c'est la partie abattage. La partie, je reviens à la partie élevage maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur le marché? On a des gens qui ont des couvoirs. On a des gens qui ont des poussinières. On a des gens qui ont des batteries de chair. Donc, ils achètent leur poussin chez le gars qui a la poussinière. Le gars de la poussinière, il achète chez le gars qui fait l'élevage, donc la couveuse. Et à la fin, si on veut savoir qui a fait quoi, on ne pourra jamais le savoir. C'est pour ça que nous, on veut concentrer les trois activités dans le même complexe. Donc, avoir à la fois le couvoir, la poussinière, les batteries de poulet de chair, et après, une fois après les 2 mois, moins une semaine, pour la croissance de la poule, donc on envoie nos poules vers l'abattoir. Donc, maîtriser ce circuit en première partie de chaîne est très important, parce que c'est la garantie d'avoir un poulet de qualité. Même si on a un abattoir super sophistiqué, mais à la base, je vais avoir un poulet de mauvaise qualité, je ne vais pas le transformer en abattoir pour le transformer en poulet de meilleure qualité. On mange d'abord le poulet, pas l'abattoir. Tout à l'heure, il y a un journaliste qui a dit « Mais les poules, qu'est-ce qu'elles vont manger ?» On va vous inviter, une fois que notre ligne de production, ici, la ligne de production d'aliments, sera en fonctionnement avant de mettre les poules, à voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, l'aliment des poules, il se résume à 3 produits. On a le maïs, on a le soja et on a le sang, le khal. Donc, 3 produits mélangés, je peux le manger, vous pouvez le manger. C'est un aliment qui est comestible par l'homme. Le deuxième point, la poule, qu'est-ce qu'elle a besoin pour vivre? Elle a besoin de l'eau. Donc, l'eau, on a un sondage ici. Ce sondage, il passe par une bâche à eau qui nous permet une autonomie d'1 mois. Et avant d'arriver dans les hangars de poules, je vous promets que l'eau, elle est plus potable que l'eau de la ville. Pourquoi? Parce qu'elle passe par une armoire de filtration qui s'assure, cette armoire, elle a donc tous les filtres ultraviolets, filtres à charbon, filtres à bactéries, filtres à sable. Donc, tous les filtres sont disposés pour être sûr qu'aucune bactérie ne puisse arriver au niveau des hangars de poules pondeuses ou les poulets de chair. Donc, c'est tout ça qui donne la garantie, Inch'Allah, d'un produit fini, soit qu'il soit des œufs, soit un poulet de chair. Vous êtes un élément clé de ce travail, parce que par vous passe l'information. Par vous, on peut faire passer les comportements. Parce que le premier contrôle de tous les produits en Europe, ce n'est pas l'État. Le premier contrôle, c'est le citoyen, c'est le consommateur. Et ce consommateur, qui va l'éduquer? Qui va l'informer? Ça ne peut être que la presse. Donc si la presse a la bonne information et qu'elle transmet la bonne information, à terme, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, notre consommateur, il saura choisir quel produit il va acheter et il poussera à la fois les producteurs à améliorer leur qualité et également les distributeurs. J'ai terminé mon point, donc on va essayer d'aller faire le tour pour voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire sur 18 mois à Bouira. Et après, on reviendra ici pour vos questions éventuelles.